Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Shot de connaissances et de bonnes pratiques sur la sécurité avec Thomas. Bienvenue Thomas, très content de Ouais, t'accueillir aussi. super content Euh, d'être là. Trop cool. Et ben du coup, le sujet d'aujourd'hui, donc c'est sur un thème sécurité, sujet qu'on élude un petit peu quand on est dev. On se dit que son package JSON, il est très bien là où il est, que c'est pas de là que vont venir les principales problèmes. Et pourtant, ça peut représenter une surface d'attaque et des vulnérabilités assez fortes. Et c'est ça qu'on va voir avec Thomas aujourd'hui, comment les détecter et comment s'en prémunir et ne plus jamais ajouter de package NPM sans faire un certain nombre de vérifications. Très rapidement, un petit mot sur Next Level Run, donc qui host j'allais dire ce podcast, non, ce webinar. Next Level Run, donc on est une société, on permet d'accélérer la montée en compétences des équipes tech. On fait ça avec d'abord un outil de scan des compétences qui permet de pointer les bus factors et les écarts dans les équipes. Et derrière, on va ou bien proposer du peer learning en interne pour que les gens dans les organisations se rendent compte de qui peut apprendre sur quel sujet. Et on va compléter derrière avec des experts, des trainers qui vont pouvoir euh, intervenir sur des sujets très très spécifiques en fonction du contexte. Nous, on est totalement contre les formations génériques sur l'étagère. Tout doit être vraiment inclus dans le contexte, dans la stack, dans les problématiques d'une équipe. Et parmi les gens avec qui on travaille, il y a donc Thomas. Ce sujet de la vulnérabilité des dépendances, c'est une petite partie du sujet euh, de l'audit en mode programming sur la sécurité que propose Thomas. Et donc, on va se focaliser sur un point très très spécifique qui est celui des vulnérabilités dans les dépendances, qui est un des éléments de l'ensemble de ce programme-là. Je n'en dis pas plus. Je vais laisser Thomas prendre la parole et le partage. Voilà, donc encore une fois, merci à tous d'être là et à Ok, Thomas super. et à toi. Ouais, ouais. Le temps de faire la partage. Là, normalement, vous avez mon écran. Let's go. Ok, donc un peu comme tu disais, tu m'as un peu mâché le début du talk sur sur ta première slide. Mais effectivement, en tant que développeur JavaScript, alors JavaScript au sens large, hein, si on est un développeur back-end, front-end, aujourd'hui, en fait, c'est pas que lié à JavaScript, hein, ça concerne aussi les autres écosystèmes par ailleurs. Mais aujourd'hui, on sait très bien que plus de 90% de la surface de notre projet, en fait, c'est des dépendances open source. Et donc, très vite, quand il est question de sécurité, aujourd'hui, un des gros risques majeurs, ça va être vraiment ces dépendances. Les packages qu'on va installer, les packages slash librairies qu'on va installer, utiliser, et donc, ça va être vraiment un sujet essentiel quand il est question de sécurité et qui est peut-être encore aujourd'hui un peu trop éludé par les développeurs parce qu'on va peut-être un peu trop regarder certains sujets spécifiques dans l'entreprise ou dans la sécurisation de l'entreprise. Mais en fait, du coup, aujourd'hui, bah, nos produits sont majoritairement faits de code open source, donc c'est un gros vecteur d'attaque. Et donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec des outils, des bonnes pratiques qu'on peut exploiter. C'est un peu l'objectif de ma présentation. Alors déjà, pour me présenter, même si je suis sûr que beaucoup me connaissent déjà, mais moi, je suis quelqu'un qui est passionné par l'open source. Un des outils que je vais vous présenter, c'est moi qui l'ai créé justement ces 5 dernières années. J'aime beaucoup en fait travailler sur des outils qui apportent de la valeur aux développeurs, que ça soit dans la sécurité, mais pas uniquement. La sécurité, c'est venu un peu comme ça, mais il y a aussi la qualité, etc. C'est des choses qui m'animent beaucoup, en tout cas dans la sphère open source côté Node.js, et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je suis devenu un petit peu justement par hasard, à cause de ça, en 2020, j'ai rejoint le groupe de sécurité Node.js, vraiment aussi dans cet objectif de me dire, OK, j'ai vraiment envie de participer à améliorer la qualité, la sécurité pour les développeurs dans l'écosystème, et c'est vraiment ce qui m'a poussé à rejoindre ce groupe, le groupe de sécurité Node.js. Bien qu'à l'époque, c'était beaucoup plus orienté écosystème, aujourd'hui, c'est beaucoup plus orienté sur la sécurité du runtime. Donc, je participe, mais j'ai un peu moins d'impact dans ce groupe-là.
Et après, au niveau on va dire, beaucoup plus professionnel, je travaille chez Microsoft où je suis lead justement d'une équipe back-end de quasiment 10 développeurs, quoi. Alors la question, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on va aller rapidement quels sont les vecteurs d'attaque, quelles sont les choses à s'intéresser, pourquoi on veut naviguer à travers nos dépendances et mieux les maîtriser. Alors, un premier point qui est assez classique pour ceux qui utilisent déjà des outils comme NPM Audit ou en tout cas dans les entreprises, c'est assez commun aujourd'hui, il y a la notion de vulnérabilité. Aujourd'hui, c'est beaucoup ce que les gens regardent. Est-ce que tes dépendances sont des vulnérabilités? Même dans des audits d'entreprise, dans des audits classiques, c'est vraiment beaucoup d'énergie va être focus sur ça. Mais on va voir que c'est peut-être pas aujourd'hui le vecteur le plus important. C'est-à-dire que les vulnérabilités, c'est bien, il faut contrôler les vulnérabilités de ces dépendances. C'est une des choses sur lesquelles il faut être attentif. Mais forcément, les vulnérabilités, c'est ce qui a été détecté. Donc là, c'est ce qu'on va voir après. On a ce qu'on appelle les supply chain attacks, donc l'attaque sur la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, ça, c'est devenu un des risques majeurs. C'est les packages qu'on installe, les commandes qu'on run, les risques humains. Donc c'est ce qu'on va avoir, tout ce qui est typo squatting, les scripts à l'installation sur NPM, etc., etc. Et donc ça devient un risque majeur. Donc là, typiquement, je prends un exemple de typo squatting avec le package cross-env, où à l'époque, il y avait eu une attaque. Quelqu'un a publié un package sans le tiret du 6 parce que le vrai package a un tiret du 6. Donc typiquement, tous les gens qui installaient ce package en faisant une faute de frappe, c'est-à-dire ils oublient le tiret du 6, installaient un package potentiellement malicieux. Alors aujourd'hui, ça arrive beaucoup moins, les typos squatting, c'est quelque chose de très surveillé, très verrouillé. NPM a fait des modifications. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus rare de tomber. Mais par exemple, c'est un exemple, quoi. On va exploiter des failles humaines au sens on fait une erreur, on installe un package qui va fonctionner comme l'original, puisqu'il va réutiliser pour pas vous mettre la puce à l'oreille, quoi. Mais derrière, il va justement installer des scripts, bien souvent. On a beaucoup de packages qui vont utiliser cette fonctionnalité, donc notamment le post-install, pour dire je vais exécuter des scripts. C'est une fonctionnalité qui est utilisée des fois de manière légale dans des packages comme des packages natifs en C pour compiler des add-ons ou des choses comme ça. Donc c'est une commande utile, mais elle peut être aussi du coup détournée à des fins malicieuses. Donc il faut être aussi attentif. On a des packages qui peuvent potentiellement exécuter des scripts qui vont aller chercher vos environnements, extraire vers l'extérieur des informations. Après, effectivement, quand on travaille avec des packages, on a un peu ce choix-là qui se présente à nous. C'est-à-dire que pourquoi on a envie de s'intéresser au package qu'on choisit? Parce qu'il va y avoir différents choix. On va avoir, ici je le représente un peu avec un choix A, un choix B, c'est choisis ton poison. C'est-à-dire que en tant que développeur, peut-être qu'on va devoir choisir des packages qui sont fonctionnellement plus larges, qui vont répondre à plusieurs besoins, ou des packages qui sont en termes de surface d'attaque moins larges, qui répondent à un besoin spécifique. Et du coup, on doit un peu équilibrer avec les autres, les uns avec les autres. Mais si vous utilisez par exemple dans un projet une méthode qui fait un boulot précis, bah essayez de chercher au plus possible peut-être un package qui fait ce travail-là spécifiquement, qui le fait bien, avec peut-être un bon mainteneur, quelque chose de bien maintenu, plutôt qu'un package généraliste qui est un peu moins bien maintenu, avec beaucoup de dépendances et beaucoup de fonctions que peut-être vous n'allez pas utiliser. Donc ça peut être par exemple un exemple de comment vous, en tant que développeur, vous pouvez derrière utiliser les outils que je vais vous présenter pour peut-être choisir un package qui vous conviendrait le mieux et qui réduit peut-être votre surface d'attaque. Donc ça peut être une des raisons justement de mieux maîtriser ces packages, d'aller à l'exploration et d'utiliser des outils. Une autre raison qui est peut-être un peu moins liée à la sécurité, mais qui est intéressante aujourd'hui avec les initiatives E18E, etc., des choses très récentes, où les gens s'amusent à optimiser les packages. Ben moi, par exemple, mon outil, je l'ai beaucoup utilisé aussi dans mon outil lui-même pour optimiser. J'utilise beaucoup NPM, donc j'ai ouvert plus d'une dizaine de pull requests à NPM pour améliorer, enlever des dépendances qui ne servaient à rien, peut-être utiliser des Node.js. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnalités comparé il y a 5 ans, par exemple. Ils ont inclus beaucoup de choses. Donc, ça peut aussi nous permettre d'améliorer la qualité des packages, comprendre comment nos frameworks fonctionnent, etc. Donc voilà, je résume ça en finalement, on peut résumer ça en sécurité, qualité, découverte. Moi, j'aime bien un peu ces trois points parce que souvent on parle que de sécurité, mais finalement, comme on disait, mieux choisir les bons packages, bah, ça améliore aussi quelque part la qualité, que ce soit la maintenance, etc., de notre projet. Mais c'est aussi une question de découverte. On peut utiliser, c'est ce que je vais vous montrer avec mon outil,
Moi, j'aime explorer ce côté-là de découverte qui est, je pense, très important. C'est-à-dire qu'on apprend à connaître nos packages, nos dépendances, et quand on est un développeur et qu'on souhaite quand même bien faire son travail, bah, quand même apprendre les outils qu'on utilise, que, ce que ce soit un framework, si vous êtes côté front, apprendre votre framework, côté back, c'est la même chose, etc. Avoir une meilleure expertise sur les packages et une meilleure compréhension de comment tout ça s'est construit. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc là, justement, je vais vous présenter un petit peu quelques outils que moi j'apprécie particulièrement. Il y en a peut-être d'autres. Alors ça, c'est mon choix en tout cas de ce qu'aujourd'hui je vois et ce qui est vraiment, vraiment cool. Euh, donc là, je vais passer directement, je vais profiter d'avoir directement le navigateur pour vous faire ces démos-là un petit peu. Euh, mais vous avez déjà Sneak Advisor. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Sneak Advisor. Donc Sneak est quand même une entreprise très connue dans la sécurité. Et donc là, typiquement, vous allez pouvoir rechercher vos packages. Euh, et donc là, ce qui va être pas mal avec Sneak Advisor, c'est que déjà, vous allez avoir un score général de santé sur plusieurs critères. Et donc là, vous voyez, par exemple, le framework Fastify, on voit que globalement, il a une très bonne note. Donc c'est quand même assez positif. Qu'est-ce que cette bonne note? Et d'ailleurs, il vous propose aussi des, des alternatives, des choses comme ça. On en parlait, des choix éventuellement différents. Vous allez avoir, parce que c'est Snyk, donc ils sont assez forts là-dessus, ils vont vous dire bah, telle version a telle vulnérabilité. Là, on voit que globalement, la santé, elle est bonne, donc il n'y a pas de vulnérabilité. Mais typiquement, vous allez peut-être trouver un package et un autre. Et pour les comparer, bah, vous allez peut-être voir que vous avez un package qui n'est pas très populaire, qui n'est pas très bien maintenu, qui a beaucoup de vulnérabilités, alors que l'autre, effectivement, a peut-être moins de fonctionnalités, mais est peut-être un peu plus sérieusement maintenu, a moins de vulnérabilités. Donc, vous voyez, ça peut être euh, dans votre processus de décision quelque chose d'intéressant d'utiliser ces outils. Et donc là, vous allez avoir surtout des métriques haut niveau sur est-ce qu'il est bien maintenu, est-ce qu'il y a des codes de conduite, est-ce qu'il y a un README, est-ce qu'il y a une documentation, ce genre de choses. Et donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur un package. Socket.dev, ça va être un peu le même principe. Excusez-moi. Je vais prendre le premier qui me vient. On va avoir pareil. Donc là, par exemple, typiquement, on a une quality qui est à 48. On pourra voir pourquoi. Mais vous allez avoir aussi des indicateurs, des informations justement, peut-être sur des problèmes dans le package qu'il faudra aller voir, donc des warnings. Et donc là, ce sera Socket, ils sont assez forts parce qu'ils ont quelque chose qui est cool, c'est qu'ils ont une orientation un peu plus sur enfin pas sur les vulnérabilités, mais tout ce qui est supply chain attack. C'est-à-dire qu'ils vont vous montrer à un moment donné, on va pouvoir aller dans alerte. Ils vont avoir une panoplie d'alertes qui est assez complète et donc là, on peut voir un nouvel auteur a été ajouté au package. Donc on va pouvoir, ah, tiens, qui est JS Summer, etc. On va pouvoir aller voir différents warnings et peut-être bah, se dire ces warnings sont pas forcément pas très importants ou peut-être qu'il y a quelque chose d'assez critique sur ce package. Typiquement, ce Socket.dev, aujourd'hui dans l'écosystème, il détecte beaucoup de packages qui sont malicieux avec des codes verrouillés. Et donc potentiellement, vous pourriez avoir une alerte rouge ici qui vous dit attention, notre IA ou nos équipes ont détecté quelque chose de malicieux dans ce package. Ils ont une offre pro aussi que j'ai pas testée jusqu'à maintenant, mais typiquement, vous pouvez l'utiliser sur si vous faites de l'open source, vous pouvez l'utiliser sur vos projets gratuitement. Et ils ont une offre pro que j'ai pas testée jusqu'à maintenant, mais typiquement, ça vous permet aussi de vous faire une idée sur cet outil, qu'est-ce qu'il propose. Là, on peut voir par exemple, on a des comparaisons entre les différentes versions. Donc là, on voit potentiellement, bon, bah, ils ont eu un problème sur la dernière, la qualité a descendu, donc on voit que c'est potentiellement juste un problème temporaire. C'est pas bien grave. Mais là encore, un peu comme Sneak Advisor, on peut aller voir, regarder des métriques, la popularité, etc., etc. Pour finir, je vais vous présenter un outil que moi j'ai fait, qui est un peu dans le même principe. Alors pour le coup, malheureusement, lui, il n'est pas encore en ligne pour des questions malheureusement de coût, puisque tout ça c'est open source, donc on passe plutôt par les ordinateurs des développeurs. Mais si vous voulez l'utiliser, bah, vous pouvez installer. Donc là, vous avez donc vous pouvez aller sur NoteSecure CLI sur GitHub et vous aurez donc il suffit de l'installer en npm install @notesecure CLI-g. Donc vous pouvez l'installer en global ou comme vous voulez, ou l'exécuter directement, ou l'installer par le biais d'un clone aussi si vous voulez avoir la master.
Et vous allez pouvoir à tout moment aller scanner des projets qui sont soit locaux, soit des paquets existants. Donc ça, c'est la grande force aussi de notre Secure, c'est qu'il vous permet de scanner. Vous avez vos projets locaux au boulot. Il vous permet aussi de scanner vos projets intégralement. Donc c'est du local, hein, ça ne va pas sur Internet, ça va nulle part, c'est vraiment sur votre PC. Et donc vous allez pouvoir scanner vos projets ou des packages précis. Donc là, typiquement, j'ai déjà préparé, notamment avec Fastify, j'ai déjà ouvert fait un scan de Fastify et donc l'outil va ressembler un peu à ça. Donc là, on va retrouver directement le côté exploration, c'est-à-dire que j'ai le package Fastify et je vais pouvoir voir, OK, donc je vois toutes les dépendances de Fastify, qui est lié à qui, je peux cliquer sur un package et notamment, je vais avoir ces petits emojis qui vont me dire un ensemble de choses. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces emojis? En fait, à droite, on a un petit bouton, on peut ouvrir un wiki. Et on a ce petit wiki qui va nous dire, ah tiens, cette petite planète, en fait, ça veut dire que le package, il va utiliser un package comme HTTP, HTTPS, qui va sortir vers Internet. C'est-à-dire que potentiellement, dans les librairies qu'il utilise, il a la capacité d'aller sur Internet. Alors souvent, ça peut être des faux positifs qui sont liés peut-être à des tests qui sont publiés, notamment Fastify, c'est maintenu par Matteo, et Matteo, il aime beaucoup publier les tests avec ses packages pour avoir de la documentation, on va dire, dans le registre. C'est une des opinions qu'il a et qui redonne souvent sur Internet. Donc voilà. Bon, des fois, il faut avoir des visions un peu sur les mainteneurs. Mais dans beaucoup d'autres packages, on peut, en fonction des flags, notamment tout à l'heure, on parlait des scripts NPM. Vous voyez, s'il y a un petit package comme ça veut dire que potentiellement, il y a un script de post-install sur le package. Donc visuellement, ça nous permet de faire de la découverte, de regarder ce qui se passe un peu à droite, à gauche. On peut voir que ceux qui sont en rouge ont des warnings. Et donc, à tout moment, je peux aller cliquer sur un package pour aller regarder un petit peu ce qui se passe et ça va m'ouvrir un menu latéral où je vais pouvoir en apprendre un peu plus sur le package. Donc là, on va avoir un petit peu comme les autres outils, on va avoir tout un ensemble de métriques qui sont découpées en plusieurs onglets. Donc là, pareil, je peux les ouvrir sur GitHub. Je peux même les rouvrir dans Sneak et dans Socket.dev, c'est-à-dire qu'à tout moment, si vous aimez bien aussi aller voir. Là, on voyait, on a Pinot, donc là, je l'ai ouvert directement dans Sneak. Donc ça peut être aussi un des avantages. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller sur les outils eux-mêmes. Vous pouvez les ouvrir, scanner localement avec Note Secure et ouvrir les autres outils à partir de Note Secure. Et là, vous allez avoir des informations sur les mainteneurs, sur la popularité, sur les différents fichiers qui sont utilisés. Vous avez aussi le bundle Phobia s'il est disponible. Il n'est pas tout le temps disponible, mais parfois. On a les scripts. C'est-à-dire que si on voit des scripts, ils vont être highlightés, ils vont être mis en lumière, les scripts un petit peu malicieux. Mais on peut regarder un petit peu tous les scripts qui sont faits, voilà, vérifier, voir les dépendances Node.js qui sont utilisées, etc., etc. On peut aller voir après les warnings, on peut voir, vous voyez là, typiquement les warnings, c'est souvent dans les tests, quoi. C'est ce que je vous disais chez Matteo, on aime publier les tests, donc effectivement, on va retrouver souvent ici des tests, donc c'est un peu des faux positifs. Donc là, j'ai cliqué, ça a mis un petit peu de temps à charger, mais on peut aussi aller voir typiquement, tiens, montre-moi où est-ce que tu as détecté ce problème, et ça va m'ouvrir une petite pop-up où il va me surligner en fait le code en question. Donc là, on peut voir que dans les tests, ils ont beaucoup des patterns comme ça, et c'est effectivement détecté par enfin, notre scanner statique comme des choses un peu suspectes, quoi. Forcément, quelqu'un qui fait un require resolve avec, c'est des choses qui des fois peuvent se dire, bon, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ça peut être un peu suspect. Voilà. Et on a pas mal, vous avez plusieurs onglets. Vous pouvez voir ici, on a une licence MIT, mais là, pareil, si vous avez besoin de faire de la licence conformance, vérifier les conformances de licence, bah, Note Secure vous permet de vérifier tout ça. Vous avez un score OpenSSF, donc ça, c'est très récent, c'est pour les packages open source. Vous avez des scores précis que vous pouvez ouvrir aussi dans un outil vachement sympa qui vous refait le résumé de manière complète d'éventuellement ce qui ne va pas. Ce projet ne suit pas forcément ce truc-là. Ici, il y a peut-être un problème. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Donc ça peut vous permettre aussi de peut-être faire des contributions open source, d'améliorer des choses, de vérifier des projets, etc. Donc c'est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, même dans le cadre d'initiatives comme E18E, c'est un outil sympa parce que ça vous permet aussi vous-même, c'est ce que je fais moi des fois, d'aller contribuer à des choses parce que vous voyez quelque chose d'un peu suspect quelque part, et donc ça vous permet d'aller contribuer.
Et donc cet outil, bah, on a pas mal de fonctionnalités, hein. Tout à l'heure, je le montrais, mais je peux aussi cliquer sur Matteo. Ici, je vais voir tous les packages qu'il fait. Je peux cliquer sur cette petite planète et vous allez voir que ça va en fait me loquer la vue et je vais avoir tous ces packages à Matteo. Donc je vois que Matteo, il est mainteneur un peu sur tout ça. Et je vais pouvoir naviguer donc, dans les packages de Matteo et aller voir un petit peu tout ce que Matteo il a fait. Et un peu pareil, là, on voit par exemple James Summer, pareil, il maintient deux packages. Donc là, je peux switcher sur James Summer et voir les packages que lui maintient. Donc c'est assez pratique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment vite aller scanner ce qu'un mainteneur fait, etc., etc. On a après bon, bah, des choses un peu classiques. On a une barre de recherche. Donc si je voudrais voir, tiens, quel package j'utilise Diagnostic Channel. Donc là, on voit que c'est Fastify. Donc je peux cliquer Fastify. Idem, je peux aller chercher, tiens, qu'est-ce qu'utilise PAF? Faire entrer, highlighter tous les packages qu'utilise PAF. Donc voilà, on a une recherche qu'on va continuer à améliorer aussi parce on a l'objectif de la refactoriser. Mais voilà, ça permet vraiment, vraiment de faire plein de choses. Si vous voulez chercher des extensions précises, ça vous permet de chercher, voilà, vous voulez chercher, tiens, quelle extension a du point HTML dans ses sources. Donc on voit que, voilà, par exemple, Pinot a été publié avec du HTML. Donc ça vous permet, typiquement, si vous voyez des packages avec des points .exe, posez-vous des questions, quoi. Pourquoi il y a un point .exe dans mes dépendances, quoi. C'est peut-être dangereux. Donc voilà, ça vous permet de détecter un tas de choses. Et donc voilà, après, je ne vais pas pouvoir parcourir tout l'outil, mais on peut avoir un résumé aussi des dépendances, de la popularité. On parlait des extensions tout à l'heure, voir un petit peu un résumé des extensions sur le projet, des licences qui sont utilisées. On parlait de conformance, donc là on voit les conformances avec les conformances un petit peu qui sont basées sur SPDX, etc. Donc on voit OSI, etc. On peut aller regarder les mainteneurs, on peut voir quels sont les mainteneurs les plus utilisés, les moins utilisés. On voit, voilà, il y a ce mainteneur. Encore une fois, on peut aller jumper direct sur le package qu'il a fait. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. On retrouve un peu le scorecard ici, des liens. On a même une fonctionnalité, je ne vais pas vous montrer ici, mais on peut générer un rapport PDF de tout ça, enfin un résumé des warnings, des extensions, etc. Donc voilà, NoteSecure, c'est un outil un peu complet comme ça qui vous permet localement d'aller découvrir vos dépendances, d'aller choper un tas de petites informations. Euh, et voilà. C'est à peu près tout pour la presse de Note Secure. On est open source, donc n'hésitez pas si vous voulez venir contribuer ou faire du feedback. Ici, vous avez un tas de commandes, tout est documenté. Et Note Secure, en fait, tout ce que je vous présente ici, en fait, c'est un ensemble d'outils open source et même de vulgarisation d'articles, etc. Mais tout ce que je vous ai montré, tout est open source. C'est-à-dire que les détections de vulnérabilité et de menaces dans les codes sources, tout ça, c'est des choses qu'on a codées nous-mêmes qui sont maintenus par nous. Donc on voyait tous les types de warnings, etc. Ça peut être des weak crypto, par exemple, si vous utilisez des MD5 dans un projet, ça peut vous les détecter, etc. Donc ça, voilà, notre Secure, c'est vraiment un projet open source et qu'on maintient par nous-mêmes. Et toutes les fonctionnalités, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé, la détection des vulnérabilités, etc., etc. Et donc c'est quand même pas mal de boulot, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse un petit peu le côté sécurité et le côté tooling, à venir contribuer ou à venir mettre des étoiles sur ces projets parce que ça nous soutient et donc c'est cool. Voilà, voilà, un peu pour la présentation et donc un peu le résumé, je vais réouvrir un peu cette petite diaporama. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Bon, comme disait, ben, il y a un peu ce côté exploration pour en fait, être un peu plus à l'aise sur les dépendances qu'on utilise, en savoir plus, monter en compétences. Mais après, les infos qu'on va vouloir vérifier, c'est effectivement ce que j'ai présenté au début. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités? Parce que c'est quand même important, s'il y a beaucoup de vulnérabilités, que les gens ne mettent pas à jour les dépendances, etc., ben, c'est quand même un vecteur de non-qualité. Est-ce qu'il y a éventuellement des warnings assez inquiétants, des codes malicieux, des choses un peu bizarres? Donc ça, on va pouvoir vérifier et séparer. C'est un peu plus compliqué des fois parce qu'il faut séparer un petit peu ce qui est du faux positif du réel, mais on peut quand même naviguer pour voir s'il n'y a pas des choses assez énormes comme un warning rouge qui nous dit il y a du code suspicieux qui exécute qui récupère vos environnements, par exemple. Ça peut arriver sur certains outils qu'il y a des warnings comme ça, donc il faut être attentif et vérifier effectivement si ces modules correspondent bien à votre usage, quoi. Si vous utilisez un module qui a 600 dépendances pour une fonctionnalité qui va, je sais pas, découper des caractères dans une chaîne de caractères,
allez peut-être utiliser un package qui fait ce besoin, qui le fait bien, ou pas forcément le réimplémenter vous-même. Si vous voulez réimplémenter vous-même, pourquoi pas, mais peut-être utiliser un package qui est bien maintenu et qui fait ça bien. Donc ça, c'est des choses qu'on peut regarder, faire des un peu aller plus loin dans la recherche des packages qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on fait une recherche d'un package, ne pas prendre le premier qui tombe sous la main, ça aller peut-être un peu plus loin, prendre le deuxième, le troisième, essayer de creuser un petit peu plus, ouvrir ses outils, les vérifier. Donc voilà, ça peut être les bonnes pratiques un petit peu sur comment mieux sécuriser en tant que développeur. C'est-à-dire que c'est prendre un petit peu d'effort pour mieux connaître ses dépendances et faire des choix un petit peu plus éclairés, ce qui réduit la surface d'attaque et le risque. Et puis voilà, après les choses viennent un peu avec l'habitude aussi, hein. C'est-à-dire que bon, après c'est un peu un crescendo. Si vous êtes junior, évidemment, c'est pas forcément très simple. Mais plus vous êtes expérimenté, plus les choses deviennent simples et plus vous avez de connaissances, évidemment, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Et voilà, n'hésitez pas, après un peu le classique, hein, que ça soit Stan ou moi, n'hésitez pas à nous suivre et sur les réseaux, que ça soit Twitter. J'ai beaucoup d'articles sur Dev2 aussi où je parle de notre sécure justement, hein, du début jusqu'à aujourd'hui ou de sujets un peu de sécurité. Donc n'hésitez pas à aller dessus aussi si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour moi. Super, merci beaucoup Thomas pour cette présentation. C'était hyper intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, moi, il y a juste un truc qui m'a fait tilter dans la presse. Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais est-ce que tu sais que dans les SNCC ou sockets, quel est le critère pour parler de qualité quand ils mettent le score de qualité? Alors, ils prennent plusieurs choses, bien évidemment. J'ai pas leurs algorithmes exacts, hein. Je sais pas quels sont les critères exacts dans les codes qu'ils utilisent. Mais en tout cas, souvent, ils remettent la même chose. Il y a souvent un côté popularité, forcément. Donc ça peut Ouais, jouer dans le score des fois. Nous, par exemple, sur notre Secure, c'est triste, on n'a pas forcément un outil très populaire. Et donc, on va souvent avoir des scores de 75, mais en fait, tout est vert sauf la popularité. Donc ok. ça, mais ça peut être un critère aussi, hein, parce que forcément, mais c'est pas tout le temps vrai, hein. C'est pas parce que tout le temps quelque chose est populaire que quelque chose est sécurisé. Vous voyez, des fois, malheureusement, un truc est populaire, le mainteneur est sous l'eau, il n'a pas le temps de gérer tous les problèmes. Donc ça peut être aussi quelque chose qu'il faut regarder, quoi. Je prends par exemple TypeORM, c'est un projet qui est plutôt populaire et aujourd'hui qui est quand même assez mal maintenu, vous voyez. Donc en fait, on a un peu ce paradoxe. Mais justement, on a d'autres critères qui viennent après qui vont être la participation de la communauté. Donc, est-ce que sur le GitHub, est-ce que tu vas avoir un markdown? Est-ce que tu vas avoir un code de conduite? Tu vois, des choses comme ça qui quand même t'indiquent que le mainteneur, il a mis quand même en Et place des sérieux. choses pour dire, voilà, quelque chose de sérieux, vous pouvez contribuer quelque chose. Donc ça joue beaucoup dans le score de sécurité. Et après, évidemment, il va y avoir les vulnérabilités. On parlait du score Open Score Card, voilà, qui vérifie par exemple est-ce que tu as sécurisé avec de la CI, est-ce que tu utilises des tools de scan sur notre Secure, par exemple, on est très bon là-dessus. On a tout un outil en place pour augmenter nos scores. On a des scores souvent qui sont de 8 à 9, justement parce qu'on suit tout un ensemble de best practices. Nos branches, par exemple, main sont verrouillées, tu vois, elles sont sécurisées. Tu vois, ça peut être des détails comme ça qui vont jouer dans la sécurité et le score d'un package final. Mais après, évidemment, le détail exact de qu'est-ce qui constitue le score peut C'est être un Black petit peu box. obscur chez eux. Chez nous, on joue pas à ce jeu-là parce qu'on est une solution open source, donc on s'amuse pas à mettre des notes, tu vois, parce que c'est quelque chose pour nous, on n'a pas la légitimité. Mais par contre, on utilise, je te montrais, OpenSSF Scorecard, qui est une vraie initiative open source qui met des vrais scores sur quelque chose d'ouvert et cohérent, qui évolue avec le temps, tu vois, qui est c'est nouveau, ça fait 2 ans à peu près que c'est quelque chose qui sort. Et donc, nous, on utilise cette initiative open source et on intègre cette initiative open source qui est beaucoup plus cohérent que des scores qui sont peut-être un peu obscurs et qui sont donnés par des sociétés dont tu sais pas exactement, tu Où vois, est qu'est-ce qu'elles l'intérêt? utilisent. Mais en tout cas, Ouais, bien voilà, sûr. tu vois, ça répond à ta question de éventuellement qu'est-ce qui est utilisé derrière, quoi. Ok. Non, c'est cool parce que enfin, moi, d'expérience par le passé, c'est vrai que je regardais que le nombre de stars, quoi. Le nombre de stars sur Ouais, le ouais, ouais. repo et c'était un peu l'indicateur phare.
Mais en fait, ça veut pas dire grand-chose. Alors, ça veut pas dire Ouais, non, grand-chose exactement. dans un sens, mais dans l'autre aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir pas beaucoup de stars et pour autant, toutes les bonnes pratiques sont Ouais, respectées. Et... exactement. Mais c'est surtout que dès que tu vas avoir des packages qui sont un peu niche, forcément, tu n'auras pas forcément beaucoup de stars. Mais ça ne Ouais, veut bien pas sûr. dire tu peux tomber, par exemple, justement, sur des mainteneurs qui font des choses connues. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, c'est ce que j'aime dans les outils, Et je oui, passais très vite dessus, mais d'aller voir, du coup, tu vois les mainteneurs, tu peux explorer, voir les mainteneurs et aussi voir quels sont les packages qu'ils font. Parce que je te prends un exemple, Matteo Collina, il y a des packages qui sont très quali et qui ont 20 stars. Parce qu'en fait, il ouais, fait des packages pour des besoins spécifiques souvent pour lui, tu vois, par égoïsme, parce qu'il se fait un truc, il se dit, ouais, ça servira peut-être aux autres. Et c'est intéressant. Et moi, dans ma stack, j'utilise beaucoup de packages qui sont faits par des mainteneurs très sérieux, qui sont maintenus et qui ont moins de 50 stars et qui sont des packages très quali pour les besoins auxquels ils répondent. Donc, tu sais, c'est pour ça que les stars, il faut faire attention aussi. C'est pas toujours, en tout cas, dans un écosystème qui évolue, tu peux avoir peut-être un package qui a eu beaucoup de stars, tu prends Express, etc. Forcément, tu as des packages historiques qui ont été populaires, mais après, à travers le temps, je te parlais de TypeORM, typiquement, bah, TypeORM aujourd'hui qui est plus forcément très maintenu, bien qu'il y ait une entreprise qui a dit qu'ils allaient reprendre. Mais tu vois, c'est un indicateur. Le projet est mal maintenu, donc ça a un problème pour la sécurité et l'avenir du projet. Et donc ça peut se ressentir dans les graphes, mais des fois, ça peut ne pas se ressentir ouais, tout de suite, quoi. Et donc, il faut... bah, c'est là où je disais, il faut peut-être chercher des fois un petit peu plus loin, aller chercher un peu plus, et forcément, mieux, plus on aime ce côté découverte et peut-être un petit peu recherche, et plus on trouve un petit peu des pépites qui vont justement bah, réduire le risque, réduire la surface, etc. Mais après, c'est toujours un jeu de tu choisis entre populaire ou une solution d'un mainteneur, et tu as le risque de toute façon, l'open toujours un source, il est toujours arbitrage. Ouais, bien tu as sûr. toujours un arbitrage et tu as toujours un risque hein, que demain, Ouais, rien ne te ouais, dit qu'un mainteneur va pas péter un câble ou va arrêter de maintenir. Malheureusement, c'est toujours le risque. Dans l'open source, c'est toujours un peu ça. Tu vois. En tout cas, quand c'est pas ouais, très populaire, tu as toujours ce risque-là de dire, OK, bon, bah, demain, il est plus maintenu, c'est tant pis, quoi. Donc ouais, ça, ouais. voilà. Toi, en tant que développeur, tu as toujours la responsabilité, de toute façon, D'aller ça, c'est checker, vraiment quoi. clé. Ouais, mais même la responsabilité, tu installes une dépendance, tu es responsable de cette dépendance que tu installes de manière générale. C'est Ouais, pas les mainteneurs qui sont responsables. Tu as pris cette dépendance, tu es responsable. Demain, elle est plus maintenue, bah, c'est à toi soit de la remplacer, soit de la maintenir, tu vois. Donc voilà, c'est toujours un peu le mojo qu'il faut avoir en tant que développeur. Justement, même en sécurité, pour être sérieux, tu vois, avoir une vraie vision sérieuse de t'installes une dépendance, quelle est ma responsabilité vis-à-vis de celle-ci, quoi. ouais, bien sûr. Et du coup, j'imagine qu'après, tous ces checks-là peuvent aussi être intégrés dans la CI et relever des erreurs si jamais il y a certains critères Ouais, qui sont pas ex- validés. exactement. On prenait Socket parce que j'aime bien. Nous, on a une offre CI, mais qui est justement manque de mainteneur. Donc, si vous voulez venir aider, Mm. ça serait cool parce qu'on a un package CI aussi, mais qui nécessiterait un peu plus de maintenance. Mais nous, par exemple, au boulot, sur la partie open source, on utilise quand même Socket. Socket est vachement pas mal. Ils ont une offre CI, enfin une offre en open source, c'est gratuit, hein, donc pas besoin de la payer. Mais justement, je teste un petit peu et c'est vachement pas mal. Tu fais une pull request, il va te dire il y a telle nouvelle dépendance qui a été ajoutée, il y a telle. On le voyait tout à l'heure dans leur analyse un petit peu des versions, ils te donnent un Ouais, résumé. Ils font un peu la même chose justement en CI directement sur tes pull requests. Et ça, c'est vachement. Je suppose qu'ils font la même chose avec l'offre pro si tu la setup sur GitLab ou GitHub. Donc, ça peut te permettre de voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'ils peuvent proposer en ouais, termes de fonctionnalités grâce à leur offre gratuite, enfin en tout cas ce qu'ils te proposent gratuitement au début. Donc c'est vachement intéressant, ouais. Et tu as intégré effectivement à la CI, tu as des choses comme ça, ouais. Et ça se super. développe, hein. C'est assez nouveau de manière générale. Tu vois, c'est pas Ouais, comme si c'était un domaine qui avait 5 ans d'ancienneté, tu vois. En fait, en réalité, tout ça, ça se développe vraiment énormément ces 2 dernières années de manière très, très concrète, quoi. Donc, en fait, tout ça, ok, c'est quand même assez nouveau et ça va continuer à se développer parce qu'on le disait, aujourd'hui, c'est un risque, tout ça, les supply chain attacks, etc. Ça devient vraiment des risques majeurs et les gens sous-estiment, les développeurs sous-estiment ces notions-là, alors elles sont de plus en plus critiques et elles peuvent vraiment porter atteinte à vos entreprises en termes de sécurité, quoi. ça Donc, ouais, marche. ça se développe énormément. Bah, c'est une bonne chose. Il est 12h35. On va s'arrêter là du coup. Comme ça, on va tous pouvoir aller déjeuner. Merci Thomas encore
pour cet échange, pour cette présentation sur la sécurité des dépendances. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Je vous invite à aller checker les outils présentés, à aller voir notre sécure, à aller aider sur le package de CI. Comme ça, on pourra tous avoir ces checks-là au moment d'envoyer nos PR. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres sujets. On aura un sujet web performance côté front bientôt avec un expert du sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, on publiera tout ça. Merci encore à toutes et à tous. Un très bon appétit et à très bientôt. Nickel. Merci, bonne app. Ah, ciao. Salut.